Vous suivez le journal magazine du dimanche de 20h. Bonsoir. Les États-Unis s'en vont en guerre contre le paludisme. Le chef de l'État a palpé du doigt les conditions d'accueil de l'hôpital du camp Lufungula. Le dossier de cette édition sera consacré à la gestion des déchets. Nous ferons donc une évaluation de l'opération Kinbopeto. Trêve de bavardage. Tout de suite, la partie actualité de cette édition. Première visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'hôpital central de référence du camp Lufungula. Le commandant suprême de l'armée de la police nationale s'est rendu compte, elle a visité les policiers blessés lors des manifestations étudiantines. Il a réconforté également la veuve et les orphelins de l'adjudant Maoulou Sala, mort sur le site universitaire. Anna Clémoulunda. En sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le président de la République a effectué un déplacement ce samedi 11 janvier 2020 à l'hôpital central de référence de la PNC à Lingwala. À l'appel pour l'accueillir, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, la bourgmestre de Lingwala et les commandants police civile Silvano Kassongo. Antoine Félix Tshisekedi est allé visiter les salles de soins, les laboratoires, l'ophtalmologie, la chirurgie, la maternité et les services de dialyse les mieux équipés du pays. La finalité de cette visite était de se rendre compte de l'état de santé de 28 policiers blessés lors des échauffourées survenues sur les sites universitaires de Kinshasa. Le chef de l'État leur a souhaité prompte guérison, les a félicités pour leur professionnalisme et leur a promis de suivre l'évolution de leur santé jusqu'à leur rétablissement total. Cet instant a été mis à profit pour réconforter et présenter les condoléances du commandant suprême à la veuve et aux orphelins de l'adjudant Maoulou Sala, qui a trouvé la mort dans les mêmes circonstances. Avec l'argent que les chefs de l'État a donné grâce au programme des 100 jours, nous avons réhabilité une bonne partie de l'hôpital. Si nous trouvons maintenant que c'est embelli, c'est grâce au programme des 100 jours du chef de l'État, la première tranche qui était consacrée pour la police. Là, nous sommes en attente de la deuxième tranche. L'hôpital actuellement a une capacité de 150 lits. Et ici, nous avons un service de dialyse, le centre de dialyse qui est derrière moi là. C'est le centre le plus équipé de la République parce que nous avons 10 machines de dialyse et c'est le centre le moins coûteux. Nous avons fait ce que les chefs d'État nous ont demandé. Comme c'est un hôpital de la police, nous soignons aussi la population environnante. La préoccupation du commandant suprême, c'est le social des policiers, le bien-être des policiers. Ouais, il est venu, il a regardé, il a réconforté sur le plan moral et même sur le plan financier, il a réconforté. C'est un message à tous les policiers, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Le président de la République avec eux, le gouvernement avec eux, ils ne seront jamais délaissés. Cette première visite du père de la nation a été perçue dans l'opinion comme un réconfort moral pour tous les hommes sous les drapeaux envoyés dans les foyers de détention et les points chauds avec mission régalienne de remettre de l'ordre, rétablir la paix et protéger la vie des personnes et leurs biens. La réduction du taux de mortalité causé par le paludisme en RDC et dans d'autres pays africains d'ici fin 2020 était au centre d'une conférence débat à New York. Élisée Kambala. Le paludisme est un fléau qui sévit au sein des communautés en République démocratique du Congo et à travers le continent africain. C'est dans ce cadre que David Tchibangu Tchishiku, ministre conseiller de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies, a eu les privilèges de s'adresser au monde au nom de l'Afrique. C'est là après le passage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à New York aux États-Unis. Selon les récentes statistiques, le nombre de cas du paludisme dans le monde est passé de 217 millions en 2016 à 219 millions en 2017. La stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme de l'OMS appelle à une baisse de l'incidence des cas du paludisme et des taux de mortalité d'au moins 40% d'ici fin 2020. Nous estimons que le monde entier devrait adhérer au principe du plan selon lequel personne ne doit mourir d'une maladie qui peut être prévenue, diagnostiquée
et guéris par les traitements disponibles. Il faut noter que la résolution du paludisme négociée par la République démocratique du Congo au nom de l'Afrique plaide pour le partage du lourd fardeau de la lutte contre la malaria pour tous les États du monde et aussi le transfert des technologies. Les travaux de bétonnage du saute-mouton érigé au rond-point Mandela sur le boulevard du 30 juin avancent à pas de géant. Le directeur général de l'OVD, l'ingénieur Benjamin Wenga, veille lui-même sur les détails techniques. Rodé Panda fait ce constat. Poursuite ce dimanche 12 janvier 2020 de travaux de bétonnage de saute-mouton du rond-point Mandela sur le boulevard du 30 juin. Le directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, l'ingénieur Benjamin Wenga Basoubi, y a participé personnellement pour veiller sur tous les détails techniques. Aujourd'hui, nous procédons à l'exécution de la coulée de béton de la superstructure qui va se terminer aujourd'hui. Ces travaux consistaient à construire les infrastructures avec des fondations profondes sur pieux, des piles de culées et de rampes. Ça, c'était des travaux d'infrastructure qui sont pratiquement arrivés à 80%. Ensuite, il fallait poursuivre les travaux par la superstructure, dont le coulage de béton se termine aujourd'hui. Il faut construire le pays, on ne peut plus attendre. On doit continuer à répondre aux besoins qui s'expriment. Commencé le dimanche dernier, les travaux de bétonnage de cet ouvrage prennent fin aujourd'hui. Nous restons donc sur ce même chapitre pour parler des travaux de curage des caniveaux sur l'avenue Poids-Lourd, tronçon CEP, croisement Funa. Le gouverneur de Kinshasa a demandé à chaque commune de se prendre en charge à l'occasion d'une visite justement d'évaluation des travaux. Lisette Mujinga. Sur instruction du gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, des travaux d'évacuation des immondices à travers la ville ont pris une nouvelle tournure. Avec le moyen de bord, certains bourgmestres ont mis la main à la pâte. Dans la commune de Bahumbu, le chef de cette municipalité, Guillaume Ilunga, a procédé à l'évacuation des immondices qui longent l'avenue de Poids-Lourd à partir des CEP Congo jusqu'à la hauteur de l'intersection de l'avenue Funa. Pour le premier citoyen de la ville province Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, il est temps pour que chaque commune de se prendre en charge afin de faire de l'opération Kinshasa Bopeto une réalité. 2 tractopelles et 3 camions ont servi à l'équipe d'assainissement de la commune de Bahumbu pour ses coups de poing contre l'insalubrité qui a élu domicile dans cette partie de la ville, causant ainsi des maladies à la population environnante tout en rendant difficile la circulation sur ce tronçon. Il s'y est signalé que cette artère longe 14 ports. La population de Kinshasa est donc interpellée à cause des habitudes peu hygiéniques qui occasionnent l'insalubrité de l'environnement. Parmi les occupants des ports Bahumbu et Liaki, par exemple, on compte non seulement des marchands, mais aussi des éleveurs de porcs qui viennent nuitamment déverser des sacs de poubelles sur la voirie urbaine. Notons que ces travaux se sont déroulés sous la pluie en présence d'une équipe du cabinet du gouverneur conduite par les chargés des missions Vincent Idambito. Et toujours dans le cadre de cette évaluation à mi-parcours de l'opération Kinshasa Bopeto, le gouverneur Jantiningo Bila a été face au bourgmestre, commandant de police et chef de quartier, Lisette Mujinga. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, s'est entretenu avec les bourgmestres, commandants de la police au niveau des districts, les chefs de quartier ainsi que la coordination Kinshasa Bopeto. À cette occasion, l'autorité urbaine a lancé une mise en demeure à l'endroit de toutes les autorités municipales. Jantiningo Bilambaka a martelé sur l'assainissement de la ville ainsi que la réussite et la matérialisation du programme Kinshasa Bopeto. Il a insisté fermement sur le suivi des travaux d'assainissement dans les quartiers et dans les rues. Le patron de l'exécutif provincial a été bien clair juste après les réunions d'évaluation qui se tiendront dans les jours à venir. Donc elle a fait véhiculer son message cette fois-ci pour la réussite et la matérialisation du programme Kinshasa Bopeto.
plateau, tout évidemment en mettant la pression, mais aussi en responsabilisant, en donnant des responsabilités en matière d'intervention, et ce à tous les niveaux, que ce soit au niveau des chefs d'avenue, des chefs de rue, des chefs de quartier, des commandants SIAT, des commandants sous-SIAT, ainsi que du bourgmestre. Cela se passera de manière simple, en application des différents édits 003 du 9 septembre 2013 sur les protections de l'environnement et l'assainissement de la ville, de l'édit 005 du 9 octobre 2012 qui porte contre les nuisances sonores, et aussi du décret du 8 mai 2014 qui donne en fait ces prescrits dans le cadre de l'utilisation des instruments sonores dans les lieux non insonorisés. Le patron de l'exécutif provincial a été bien clair. Juste après les réunions d'évaluation qui se tiendront dans les prochains jours, un délai de 72 heures sera accordé à tous les bourgmestres, leurs notables ainsi que leurs services de sécurité afin d'appliquer la loi au regard des textes existants. Place à présent au grand sujet d'actualité de la semaine. La semaine qui s'achève a commencé avec la clôture, la conférence des juridictions constitutionnelles africaines à Kampala, en Ouganda. La République démocratique du Congo y a pris une part active à ses assises par les trichements de l'un des juges constitutionnels. Les travaux, les constructions, des sautes-moutons avancent à un rythme normalement bien à Kinshasa. Au chantier de rond-point Mandela à Gombe, les ingénieurs et autres spécialistes se sont activés cette semaine pour donner un sens à ces projets d'infrastructure. Avec les lancements des travaux de bétonnage, la superstructure du saute-mouton en construction. La colère des étudiants de l'université de Kinshasa s'est aussi fait ressentir au cours de cette semaine qui s'achève. Les manifestants réclamaient la baisse des frais académiques. La manifestation a dû dégénérer, bilan provisoire, plusieurs blessés et dégâts matériels. En réaction, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a appelé tous les étudiants au calme et à s'abstenir de tout comportement qui pourrait favoriser les actes de vandalisme. C'était à l'issue de la réunion des crises tenue à l'hôtel du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias David Jolino Makelele a visité les installations de Téléconsulte Congo SPRL. Question de s'imprégner, de s'assurer du bon fonctionnement de cette entreprise de télécommunications sous sa tutelle. Et aussi la redevance due à la radio-télévision nationale congolaise. Le sujet a également été abordé lors de la rencontre du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias David Jolino Makelele avec le directeur général de cette entreprise publique des radios et télévisions en RDC, Ernest Kabila Ilunga. Autre actualité de la semaine, les paiements de l'impôt professionnel sur rémunération fixé au taux de 15% en négociation entre le gouvernement et les banques syndicales, la MISCAtion. En attendant l'aboutissement des pourparlers, un préavis de grève a été levé. Au cours de cette semaine qui s'achève, a eu lieu également une vague d'interpellations et d'arrestations d'étrangers considérés en situation irrégulière en vue de leur expulsion. Après concertation avec le comité national de sécurité chargé de régler la crise à l'université de Kinshasa, toutes les activités ont été suspendues au sein de cette institution. Un ultimatum de 48 heures a été aussi donné aux étudiants résidant au home pour quitter les résidences universitaires. Un Antonov, 12 avions de transport du contingent sud-africain de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a connu un incident lors de son atterrissage à l'aéroport international de Goma, chef-lieu, la province du Nord Kivu. Aucune victime n'a été signalée. En vue de trouver une solution idoine à la situation sécuritaire toujours tendue à l'université de Kinshasa, les responsables du comité chargé de régler cette crise se sont retrouvés autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. À l'issue de la rencontre, quelques pistes de solutions ont été proposées. Après quelques semaines de vacances, tous les membres du gouvernement Ilunga Ilukamba ont repris du service ce vendredi 10 janvier. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a reçu certains d'entre eux question de recevoir les rapports afin d'orienter les actions conformément au programme du gouvernement. Environnement et développement durable, quelques sociétés forestières ont bénéficié des certificats d'exploitation conformément au code forestier. La coordination estudiantine de l'université de Kinshasa a au cours des échanges exposé à la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et la lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yelumulop,
les difficultés auxquelles les étudiants de cette institution supérieure font face ces derniers temps. Ainsi s'achève cette mini-rétrospective. La presse écrite ainsi que les médias en ligne étaient assez riches en événements cette semaine. Les résumés hebdomadaires de parution des kiosques à journaux dans ce commentaire. La rencontre du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço dimanche à Benguela en Angola a fait la une d'actualité.cd paru lundi à Kinshasa. Les deux hommes d'État ont parlé de la lutte contre la corruption avant d'analyser les conséquences de la décision du tribunal provincial de Luanda de geler les comptes bancaires personnels du Congolais Sindika Dokolo, de son épouse et de 9 sociétés dans lesquelles la femme d'affaires est actionnaire. L'armée congolaise monte au créneau et évoque publiquement le lundi dans cassinfo.ca le plan visant la balkanisation de la République démocratique du Congo. Les FARDC, par la bouche de son porte-parole, le général-major Léon Richard Kasonga, se disent être au courant et suffisamment documentés sur la combine montée par les ennemis de la nation. Inquiétude relayée par le président national de l'Église du Christ au Congo, André Bakundoa Bolikabe, dans Prunel RDC.info. Selon ce dernier, les forces de sécurité et de défense de la RDC sont foncièrement infiltrées par des ennemis de la République, au point que les sacrifices consentis par les vaillants soldats des FARDC apparaissent moindres aux yeux de l'opinion. Opération Kinbopeto, un projet mort-né. Selon Politico.cd qui publie l'article le lundi, l'opération d'assainissement de la ville de Kinshasa est sans nul doute un échec cuisant pour son géniteur, le gouverneur Jean-Tini Ngobila. 3 mois après son lancement, l'opinion s'interroge sur l'impact réel de cette campagne de salubrité dans son vécu quotidien. Kinshasa se réveille mardi par la nouvelle de la manifestation des étudiants de l'université de Kinshasa contre la hausse des frais académiques. Forum des As parle des casses et indique que les professeurs ont suspendu toutes les activités et exigent le déguerpissement de tous les étudiants logés sur le site universitaire. Ce qui a poussé le chef du gouvernement, selon actualité.cd, à appeler les étudiants au calme et à affirmer que les frais académiques ont été fixés de manière consensuelle. Réaction sans appel du comité de gestion de l'UNIKIN, relayé par mediacongo.net, qui a affirmé que les revendications estudiantines avaient un autre but que les frais académiques au regard des dégâts causés par les étudiants. Un travail de titan abattu par la police congolaise, affirme le journal L'Avenir, à la suite des événements de l'université de Kinshasa. Aucune bavure policière, aucune arme létale n'a été utilisée et aucun policier n'est entré dans les hommes des étudiants, affirme son commissaire provincial Silvano Kasongo. Mercredi, la décision est tombée après 2 jours d'affrontement à l'UNIKIN, rapporte cassinfo.ca. Suspension des activités sur le site universitaire, déguerpissement de tous les étudiants logés. Ce sont là les retombées de la réunion de crise présidée par le Premier ministre. Les étudiants réagissent le même jour dans un communiqué repris par actualité.cd. Ils demandent au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de faire respecter sa récente instruction académique du 15 octobre 2019 et au chef de l'État d'alléger la tâche des parents dans la facture éducationnelle. Pendant ce temps, à l'université de Kisangani, les professeurs décident également de suspendre les activités académiques à la suite des manifestations estudiantines. Les étudiants de l'université de Kisangani ayant emboîté le pas à leurs collègues de Kinshasa pour cause de hausse des frais académiques, nous dit 7sur7.cd. L'Avenir livre jeudi cette nouvelle accablante. Le nombre de décès dus à la rougeole dépasse la barre de 6 000 en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé sonne l'alarme et appelle à la mobilisation des fonds pour stopper l'épidémie.
Les étudiants déguerpis de l'université de Kinshasa en appellent à l'implication du chef de l'État pour trouver des solutions définitives à leurs problèmes, rapporte Forum des As. Il s'agit pour eux de la question liée à leur contrat de logement. Moïse Katumbi dédie son trophée de meilleur dirigeant de club africain aux martyrs de Béni. Le président de Tout-Puissant Mazembe, notrecasinfo.ca, a eu une pensée pour les habitants de Béni, victimes des atrocités perpétrées par les présumés ADF. Voice of Congo revient sur les événements sur le site de l'université de Kinshasa le vendredi et s'indigne des images des manifestants armés de machettes. Pour ce média en ligne, ces images renforcent la thèse d'une infiltration des étudiants. 3 membres d'une même famille trouvent la mort dans l'effondrement de murs à Bukavu. C'est ce que rapporte journal de Kinshasa.com. Les victimes des mineurs étaient âgées respectivement de 16, 11 et 7 ans. On boucle cette rétrospective de la semaine avec Actu30.info qui annonce le raté d'un atterrissage d'un avion militaire sud-africain à l'aéroport international de Goma. 57 passagers, tous militaires casque bleu de la MONUSCO de nationalité sud-africaine et membres d'équipage sont sortis sains et saufs. L'opération Kin Bopeto, saluée par l'opinion, ne produit pas les effets attendus jusqu'ici. Des montagnes d'immondices sont encore visibles à travers la ville. Dossier de Mesdames Bouyal. Avec une population estimée à plus de 10 millions d'habitants, la ville de Kinshasa fait face chaque jour à des millions de tonnes de déchets ménagers. Des riverains versent leurs déchets dans les cours d'eau. Le long des artères, l'on constate des montagnes d'immondices qui gênent même la circulation. Ce tableau bien sombre suscite des interrogations sur la gestion des déchets ménagers dans la ville de Kinshasa. Les projets de l'Union européenne ont échoué au simple fait que la technique qu'ils ont appliquée, ce qu'on appelle la technique d'enfouissement, est une technique déjà prohibée depuis juillet 2010 au niveau déjà de l'Union européenne. Mais curieusement, le gouvernement provincial actuel applique la même politique qui a été déjà prohibée. Donc, de manière générale, nous avons deux types de déchets. Nous avons des déchets qu'on appelle des déchets biodégradables et des déchets non biodégradables. Parmi les déchets biodégradables, nous avons tout ce qu'on peut utiliser pour le compostage, tout ce qu'on peut utiliser pour la biométhanisation, comme on le dit. Donc, tout ce que les mamans peuvent préparer chez eux, les feuilles de manioc, les foufous abandonnés, les bois qui se dégradent facilement à partir des micro-organismes. Donc, on peut les transformer, on peut donner à cela une nouvelle valeur qui peut permettre aujourd'hui à fertiliser les sols du plateau de Bateke. Si nous prenons l'autre partie qui constitue les déchets non biodégradables, nous avons le plastique, nous avons les métaux. Voilà aujourd'hui, ce sont des étrangers qui ont compris chez nous que les métaux ou la mitraille ferreuse peut faire de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des technologies qui font que des plastiques pareils, on peut faire... Il y a des gens qui font... Ils essayent dans l'isomérie, fabriquer des chaises à partir de ça. Beaucoup d'histoires on peut faire. Donc, cela démontre à suffisance que ce soit la mitraille, que ce soit des plastiques, ce ne sont plus des déchets, mais ce sont des matières que nous appelons des matières premières secondaires. C'est-à-dire, il est nécessaire aujourd'hui que l'hôtel de ville arrive à mettre sur pied un vrai plan de gestion municipale des déchets dans la ville de Kinshasa. Producteurs de déchets ménagers répartis dans les quartiers et communes, les ménages méritent d'être sensibilisés et éduqués sur des problèmes écologiques. C'est à ce niveau que le travail devra commencer. Il faut décentraliser la gestion des déchets, surtout de la collecte, partant de la sensibilisation, formation, collecte des déchets jusqu'au niveau des stations intermédiaires, comme on l'a dit. Il faut vraiment les décentraliser. Dans la gestion, quand je parle de la gestion des proximités, je fais allusion à la commune. Commune, quartier, et je crois cellule et riz. En soi, ça ce sont des unités en soi fonctionnelles
qui peut permettre le suivi des proximités et pourquoi pas la gestion des proximités. La planification, la gestion, le suivi et l'évaluation sont des grands moments dans la vie d'un projet. Le succès de l'opération Kinbopeto est un texte pour des autorités provinciales et urbaines. L'invitée de ce journal s'appelle Chantal Elisabeth Bakissa Kinzonzi. Elle est la présidente de l'Association communautaire congolaise pour le développement bio-organique agricole qui a reçu un financement de l'ambassade des USA en RDC. Madame, parlez-nous un peu de votre projet Kukuna. Le projet Kukuna est un projet de formation qui est un renforcement de capacité dans le domaine agricole. Nous avons choisi ce projet-là dans Codeba pour sensibiliser 600 personnes dans l'agripreneurship, dans l'agropastoral et dans l'halieutique. Et ensuite, nous allons sélectionner 100 personnes que nous allons former pendant 1 an dans des activités avec une population cible des femmes et des jeunes. Les activités sont plus agropastorales, par exemple maraîchers, vivriers, fruitiers, et aussi pastorales, par exemple dans l'avicole, les bovins, et ensuite l'halieutique. Vous avez par exemple la pisciculture, vous avez aussi l'élevage les crevettes, l'élevage de différents poissons. Et dans l'agripreneurship, nous avons utilisé une méthodologie qui est américaine, qui est YALI. YALI, c'est Young African Leadership Initiative, qui avait été initiée par le président Obama et qui a continué jusqu'aujourd'hui avec YALIstate.org et aujourd'hui YALI Network pour les personnes âgées de plus de 35 ans. Et dans l'un de ces programmes de YALI, qui est une méthodologie que Codeba avait utilisée, nous avons utilisé l'agripreneurship. Nous comptons former des agripreneurs et en sensibilisant les 600 personnes, ce sont des potentiels agripreneurs que nous sensibilisons. Je voulais surtout aux femmes qui sont celles qui appliquent le moins quand il y a des subventions. J'avais reçu un US Federal Award check de l'ambassadeur des États-Unis au Congo-Brazzaville, c'est là où se trouve le projet, dans le Kwilu, pour sensibiliser 600 personnes dans les 6 districts du Kwilu et aussi pour former 100 personnes dans la même région, en ayant un partenaire d'exécution et un partenaire technique qui nous accompagnera dans la communauté rurale où nous avons une implication de la population locale avec différentes task forces que nous avons créées dans la région. Donc c'était vraiment un honneur et j'encourage vraiment les femmes à appliquer. L'ambassadeur américain dans des pays comme les nôtres donne une subvention annuelle d'un montant de $10 000 et dépendant comment vous travaillez. Il faut vraiment que les femmes s'impliquent et à appliquer dans ce genre d'opportunités parce qu'il y avait 4 critères de sélection. Numéro 1, c'était la diversification économique. Numéro 2, c'était l'impact sur le climat des affaires. Numéro 3, c'était l'autonomisation des jeunes et des femmes. Et numéro 4, c'était l'implication et la promotion de la langue anglaise que j'ai faite. J'ai fait mon projet tout en le rédigeant dans les 2 langues. Mais je crois que la langue anglaise a eu un impact assez significatif. La RDC est un demi-continent. Il y a plusieurs qui pourraient bénéficier de ce programme. La chronique de ce jour porte sur la place du numérique comme moyen de formation et d'information. Suivez. La technologie du numérique a ceci de magique. Elle permet de faire bouger les lignes au-delà d'étroites frontières physiques qui sont les nôtres pour faire du monde un village planétaire informé de l'actualité à temps réel. Les 3 jeunes artistes cloîtrés dans leurs rêves, mais animés d'une envie furieuse d'apprendre, de se former, de communiquer, de témoigner et de connaître les valeurs culturelles spécifiques à leur milieu et à leur pays, la RDC, ont épaté un jury neutre, compétent et rigoureux en matière cinématographique pour primer leur film Oulaye, premier prix du Festival international du cinéma numérique de Cotonou au Bénin, qui témoigne des atrocités, des tueries à Béni et Butembo. Aujourd'hui, je suis ministre, c'est un parcours. Il n'y a pas de compromission, mais simplement la foi dans un combat. Et ces jeunes cinéastes, c'est la foi dans leur combat. Ils ont mis leurs images en ligne. Ils ont tout simplement exprimé
ce qu'ils ont dans leur tréfonds. Et aujourd'hui, ils sont primés. Les jeunes nous ont produit un film qui a fait parler de la RDC, et particulièrement de la province du Nord Kivu, vu toutes les atrocités qui s'y commettent. Au nom de mon ministère, parce que bien que cela soit le ministère de la Culture et des Arts, eh bien les miens aussi fait la promotion de l'industrie du film. À côté de l'accompagnement du ministère de la Culture et des Arts, celui de l'industrie va les accompagner pour produire en quantité industrielle ces films, de manière à être suivis partout à travers le monde. Cette œuvre, fruit de leur imagination intellectuelle et artistique, pour les mieux qu'on puisse vous dire, ont gagné le premier prix fiction du Festival international du cinéma numérique au Bénin le 6 décembre dernier. Une grande fierté pour la République démocratique du Congo et surtout un grand honneur pour le ministère de la Culture et des Arts. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ne ménage aucun effort pour que la paix soit effectivement réelle dans cette partie du pays, même au prix du sacrifice. Il faut croire, devoir, l'histoire qui repart d'un pas où le trépas au combat doit s'éteindre, au glaive de la vie où l'aube broie le soir, où le fou désespoir en blanc. Ne laissons pas partir Kivu, ne laissons pas mourir bénis, ne laissons pas partir Kivu, ne laissons pas mourir bénis. Et dans la suite de l'actualité, nous avons cette adresse de la communauté Né-Congo destinée au couple présidentiel. Elle présente ses excuses au chef de l'État suite aux propos de Némoana Ntsembe. Des notables Né-Congo qui s'indignent à ce sujet, qui présentent leur désapprobation totale vis-à-vis de notre frère Némoana Ntsembe. La population Né-Congo présente ses excuses à l'endroit de la première dame, Maman Denise Nyakeru, pour ses propos regrettables et condamnables. Tout le peuple Né-Congo, à travers ces notables, toutes tendances confondues, demande au président Félix Tshisekedi Tshilombo de compter sur son accompagnement dans son travail difficile pour la construction d'un Congo uni, fort et prospère. Par ma voix, le peuple Né-Congo saisit cette occasion pour présenter ses excuses au peuple Chi, Nord et Sud Kivu, ainsi qu'à son Mwami Ndaro, avec sincérité et amour de la patrie. Et puis l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement ATD, une formation politique congolaise qui joue un rôle majeur dans la gestion de la chose publique. Et ce sont des propos, bien entendu, de l'autorité morale de cette structure politique, José Makila. C'était à l'occasion de la matinée d'échange de vœux. Le haut cadre, militants, membres cofondateurs et donneurs, venus de tous les organes nationaux et fédéraux, ainsi que des structures spécialisées et provinciales de l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement, ATD, parti cher à l'honorable sénateur José Makila Soumonda, qui en est l'autorité morale, se sont retrouvés autour d'une sobre et symbolique matinée politique d'échange de vœux dans la périphérie de la ville-province Kinshasa. Un réel plaisir d'adresser à vous et à chaque membre de vos familles respectives mes vœux les meilleurs pour l'année 2020, qui se veut pour nous, cadres et membres de l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement, ATD en sigle, une année de changement à tous les niveaux, ce qui impliquera de notre part un engagement formel à participer résolument à des réformes courageuses pouvant apporter le bien-être à notre population. Cette première rencontre pour cette nouvelle année était une belle opportunité pour l'honorable sénateur José Makila Soumonda de socialiser politiquement ses militants sur le rôle que joue et la place qu'occupe l'ATD sur l'échiquier politique national. En ce jour mémorable, 9 ans, jour pour jour, nous avons vu naître et grandir notre parti, l'ATD. Il s'est taillé une place de choix parmi les partis politiques le plus important de la République démocratique du Congo. Et nous pouvons nous réjouir de son bilan.
qu'il soit définitivement clair. L'ATD n'est pas un parti de l'opposition. Nous sommes membres de la coalition au pouvoir et partant, nous sommes un parti au pouvoir. Cela implique de nous, cadres de l'ATD, d'adopter un comportement décent et d'homme d'État à l'exercice du pouvoir. Lorsqu'on est au pouvoir, je dis bien, lorsqu'on est au pouvoir, on ne se plaint pas. Lorsqu'on est au pouvoir, on devient un modèle, ou mieux, un exemple à suivre. Ainsi balisée, l'appropriation de cette nouvelle vision par les militants de l'ATD verra ces derniers la traduire en actes dans la querelle des matinées politiques à venir. Une belle manière de passer ses vacances parlementaires, la députée nationale Henriette Ouamou a communié avec sa base. L'année 2020, une année d'action pour la République démocratique du Congo. Henriette Ouamou, autorité morale de l'Alliance pour les progrès du Congo APC, s'engage à intérioriser cette vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux membres et cadres de ses partis politiques. Dans cette cérémonie d'échange des vœux, Henriette Ouamou, relayant le discours du chef de l'État qui dit que l'heure n'est plus au discours mais à l'action, l'élu de la FUNA insiste sur l'objectif poursuivi par tout parti politique, celui de la conquête du pouvoir. Nous devons poursuivre les efforts déjà engagés pour consolider les grands acquis de ces dernières années. En effet, c'est en travaillant et en nous appropriant notre destin que nous pourrions à terme obtenir des résultats escomptés lors des prochaines échéances électorales. Relayant le discours du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Car notre objectif demeure la conquête du pouvoir pour une participation effective de tous dans la gestion de la res publica. Ainsi, je ne saurais terminer mon propos sans renouveler une fois de plus à chacun et à chacune de vous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de joie familiale et de réussite professionnelle. Henriette Ouamou, autorité morale de l'APC, demande à tous les membres de son parti politique de multiplier des stratégies pour matérialiser les résolutions prises lors de ces séminaires de directives organisés du lundi 6 au vendredi 10 janvier 2020. Et ce dernier élément de cette édition magazine, les héros oubliés, immortalisés dans un ouvrage consacré à la force publique en Abyssinie, le professeur Chimwanga Badibanga explique sa démarche au micro de Médard Mbouyal. Il y représente justement quelqu'un qui a été à la tête des troupes qui ont vaincu à Gambela. Ils ont vaincu qui? Les troupes italiennes de Mussolini à ce temps-là, jusqu'à les faire partir des Sayo, des Gambela, d'Assosa. Et quand ils sont revenus par là où ils sont entrés, c'est-à-dire par Aba. Aba, c'est dans le territoire de Faradje, dans la province actuelle du Haut-Uélé. Alors c'est par là, en revenant, chacun a placé une pierre. Et cette pierre a fait ce qu'on appelle... Toutes ces pierres qu'il plaçait ont fait ce qu'on appelle la pyramide. Cette pyramide s'appelle la pyramide de Faradje. La pyramide de Faradje signifie la victoire de la force publique sur les forces italiennes et allemandes, dites-vous bien, à ce moment-là, avec à la tête un certain Likili, qui a donné aujourd'hui le nom de ce que nous savons, Oyaza Likili, Likili à Pamba. Il y a plusieurs personnes qui ont combattu dans notre pays, qui ont souffert pour la République, mais dont les noms ne sont pas connus au grand jour. On les appelle les héros dans l'ombre. Certains, on les appelle les martyrs inconnus. Voilà pourquoi nous avons voulu écrire ce livre pour dire, dans notre pays, il y a eu des héros, il y a eu des grands. C'est le cas de Simon Kimbangu, Mzee Laurent Désiré Kabila, Étienne Tshisekedi. Ce sont des gens qui ont combattu pour ce pays. On peut un jour parler d'eux et vouloir les élever. C'est Baouma qui est mort, ça c'est Mamadou Ndala. Tous ces gens sont des héros.
Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochaine livraison d'informations, ce sera à 22h avec Odilon Kayuma. D'ici là, portez-vous bien et surtout bonne suite de programme en compagnie de la RTNC, l'église au milieu du village. Bonsoir.